J'étais une infirmière dévouée au Reich. Pendant 3 longues années, j'avais cru à notre cause, à notre force, à la pureté de notre mission. J'avais soigné nos garçons avec une fierté farouche, les renvoyant au front avec des bandages propres et des paroles d'encouragement. Puis est venu l'automne 1944 et la capture dans la boue glaciale des Vosges. C'est là que tout s'est effondré. Je m'attendais à la fin que nos officiers nous avaient promise, une vengeance barbare des mains de monstres français. La toile de la tente médicale où l'on nous avait jetés sentait la terre humide, le sang et une odeur âcre d'antiseptique qui me retournait l'estomac. Je gisais sur un brancard froid, mon uniforme en lambeaux, la main serrée sur la petite capsule de cyanure que je gardais comme un trésor. C'était ma dernière parcelle de dignité, mon unique échappatoire au déshonneur et à la torture que je savais imminent. La propagande tournait en boucle dans ma tête, une litanie de haine apprise par cœur. Les Français, nous disait-on, étaient des bêtes vindicatives, animées par des années de frustration sous l'occupation. Il ne ferait aucune différence entre un soldat et une femme, surtout une femme en uniforme allemand. Chaque bruit à l'extérieur de la tente, chaque éclat de voix en français, était un clou de plus dans mon cercueil. J'observais mes camarades, certaines priant à voix basse, d'autres prostrées dans un silence de mort. Nous n'étions plus des infirmières, plus des femmes. Nous étions du bétail attendant l'abattoir, souillés, affamés et rongés par les poux et la peur. Le froid n'était rien comparé à la glace qui s'était formée autour de mon cœur. J'étais prête. Je savais ce qui allait arriver. La seule question était de savoir si j'aurais le courage d'avaler la capsule avant qu'ils ne posent leurs mains sur moi. Puis l'entrée de la tente s'est ouverte, laissant entrer une lumière grise et la silhouette d'un homme. Un officier français. Un médecin, à en juger. Par sa blouse, bien que l'uniforme en dessous ne laissait aucun doute sur son camp. Il était grand, bien nourri, une image de victoire et d'autorité qui contrastait violemment avec notre état de délabrement. Son visage était marqué par une immense fatigue, mais ses yeux étaient vifs, professionnels. Il n'y avait pas de haine dans son regard, pas la lueur sadique que j'avais été conditionné à attendre, juste une lassitude infinie, presque clinique. Il s'est approché de mon brancard, et, instinctivement, j'ai baissé la tête, m'attendant à un coup, à une insulte. L'odeur qui émanait de lui m'a frappé avant même qu'il ne parle. Ce n'était pas l'odeur de l'alcool, de la sueur ou du sang. C'était une odeur de propreté, du savon. Un savon antiseptique fort, mais indubitablement propre. Cette simple odeur de propreté m'a terrifié plus que n'importe quelle menace. C'était l'odeur d'un autre monde. Un monde ordonné, civilisé. Un monde où les gens prenaient encore le temps de se laver, les mains avant de s'occuper des blessés. Pour nous, qui vivions dans la crasse et la vermine depuis des mois, c'était une agression sensorielle, une preuve de l'abîme qui nous séparait. Il sentait le tabac blond et le café, des luxes que nous avions oubliés. Il était le vainqueur, et chaque détail de son apparence nous le rappelait. Son uniforme était usé mais impeccable. Ses bottes, bien que boueuses, étaient de bonne facture. Il était tout ce que nous n'étions plus. Solide, propre, humain. Nous n'étions que des débris, des corps sales attendant d'être balayés. Mon cerveau refusait de comprendre. Où était le monstre? Où était la bête écumante de rage? Il s'est penché sur moi, ses mains expertes écartant doucement le tissu déchiré de mon uniforme pour examiner la blessure à mon épaule. Un éclat d'obus qui me brûlait depuis 2 jours. Ses doigts étaient de ferme, mais ne me firent aucun mal. Il ne m'a pas regardé avec mépris, mais avec une concentration professionnelle qui était presque plus déstabilisante que la haine. Puis il a parlé, d'une voix calme et basse, dans un allemand hésitant mais compréhensible. « Nous allons devoir nettoyer cette plaie, ça va piquer un peu. » Ce fut tout. Pas de cris, pas de menaces. Juste une constatation médicale. Mon corps tout entier s'est raidi, non plus de peur, mais de confusion. C'était un piège. C'était forcément un piège. On nous soignait pour nous torturer plus tard, pour nous faire parler. La logique de la guerre ne permettait aucune autre explication. Pourtant, une partie de moi, une partie animale et instinctive, réagissait différemment. Mon estomac, vide depuis si longtemps, gargouillait à l'odeur de café qui flottait autour de lui. Mes muscles, tendus à se rompre en attendant la violence, se détendaient imperceptiblement sous son toucher professionnel. C'était une trahison de tout ce qu'on m'avait enseigné, de tous les sacrifices de mes compatriotes. Accepter ce semblant de soin, c'était cracher sur leur mémoire. Mais le corps a sa propre logique.
Une logique de survie qui se moque bien de l'idéologie. Il veut vivre. Il veut la chaleur, la nourriture, la fin de la douleur. Et cet homme, cet ennemi, m'offrait les trois sans rien demander en retour. La contradiction était si violente qu'elle m'a donné le vertige. Le monstre n'agissait pas comme un monstre. Comment l'ennemi qu'on m'avait décrit comme un monstre sanguinaire a-t-il pu être le premier à me traiter comme une patiente, et non comme un trophée de guerre? Et pourquoi a-t-il fallu si longtemps à mon esprit endoctriné pour commencer à voir la vérité? Avant que je vous raconte comment cet homme et un simple morceau de gaz stérile ont commencé à démolir des années de certitude, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires de quel pays vous m'écoutez et de vous abonner à la chaîne. J'aime savoir que ces histoires ne sont pas oubliées. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le moment où j'ai compris que je me battais, peut-être du mauvais côté de l'humanité. Le médecin que j'apprendrai plus tard à nommer Major Dubois a terminé de nettoyer ma plaie avec une efficacité déconcertante. Chaque geste était précis, mesuré, dépourvu de la moindre brutalité. La compresse imbibée d'antiseptique piquait férocement, une douleur vive et propre qui chassait la brûlure sourde de l'infection. Je m'étais préparé à une main brutale, à une souffrance infligée avec plaisir, mais il n'y avait rien de tout cela. Il travaillait, avec une concentration absorbée, comme si mon épaule en lambeaux n'était qu'un problème médical à résoudre, détaché de l'uniforme souillé qui la recouvrait. La voix dans ma tête, celle de nos commissaires politiques, hurlait que c'était une ruse, une façon sophistiquée de nous briser psychologiquement avant l'interrogatoire. Mais mon corps, lui, traître à ma cause, commençait à se détendre sous ce toucher impersonnel et compétent. C'était insupportable. Après avoir appliqué un bandage d'une blancheur presque aveuglante, si différent de nos pansements grisâtres et recyclés, il s'est redressé et a fait un signe à un aide-soignant. Quelques instants plus tard, on m'a tendu un gobelet en métal fumant. L'odeur m'a frappé avant même que je ne comprenne ce que c'était. Un bouillon de légumes, riche et salé. J'ai hésité, mes yeux cherchant un signe de moquerie ou de piège sur le visage du soldat. Il n'y avait rien, juste de l'impatience. J'ai porté le gobelet à mes lèvres, le liquide, chaud descendant dans ma gorge comme une bénédiction et un poison. Mon estomac, contracté par des jours de faim, s'est rebellé, puis a accepté cette offrande avec une gratitude honteuse. Chaque gorgée était une trahison envers mes camarades qui mouraient de faim sur le front, envers ma famille en Allemagne qui subsistait avec des rations de misère. C'était le goût de la survie, et il avait un arrière-goût de déshonneur. Les jours suivants se sont écoulés dans un brouillard d'incrédulité. On nous a déplacés dans une tente plus grande, réservée aux prisonniers, mais les soins restèrent les mêmes. Personne ne nous criait dessus. Personne ne nous frappait. Les gardes français, souvent des hommes âgés au visage buriné par la vie, nous ignoraient la plupart du temps, fumant leurs cigarettes en nous surveillant d'un œil las. Ils n'étaient pas nos amis, mais ils n'étaient pas les monstres de la propagande. Leur indifférence était presque plus déstabilisante que la haine. Nous étions un problème logistique, pas un objet de vengeance. Cette absence de drame, cette routine quasi bureaucratique de la captivité, était en contradiction totale avec l'apocalypse que l'on nous avait promise. Le silence et l'ordre de ce camp étaient au plus effrayants que le chaos des combats, car ils démolissaient une à une toutes mes certitudes. Ce qui me choquait le plus, c'était l'abondance. Tout semblait illimité de leur côté. Je voyais des caisses de fournitures médicales s'entasser, marquées de l'étoile blanche américaine, des boîtes de conserve, des couvertures de laine, du savon, un luxe que nous n'avions pas vu depuis des mois. Nos propres services de santé étaient à court de tout. Plus d'éther, presque plus de morphine, des bandages lavés et réutilisés jusqu'à la corde. Ici, ils jetèrent des compresses à peine souillées. Cette opulence n'était pas seulement un avantage stratégique, c'était une arme psychologique. Elle nous montrait, sans un mot, à quel point notre cause était désespérée, à quel point nous étions déjà vaincus bien avant notre capture. Nous nous battions avec la ferveur du désespoir. Ils gagnaient avec l'efficacité tranquille de ceux qui ne manquent de rien. Puis l'état de Greta, une jeune auxiliaire de 17 ans, s'est rapidement dégradé. Son bras, lacéré par un éclat d'obus, avait viré à une couleur verdâtre effrayante, et l'odeur sucrée et nauséabonde de la gangrène commençait à flotter autour de son brancard. Elle pleurait en silence, le visage gris de fièvre, persuadée qu'on allait la laisser mourir ou lui couper le bras à vif, comme une punition. Nous nous attendions toutes à cela. C'était la loi de la guerre, la loi du vainqueur. Nous étions devenus inutiles, un fardeau. Dans notre propre armée,
On l'aurait peut-être déjà abandonnée pour économiser les ressources. Nous la regardions, impuissante, attendant la confirmation brutale que la compassion avait bien des limites et que nous venions de les atteindre. La peur était revenue, plus froide et plus concrète que jamais. C'est alors que le major Dubois est revenu. Il a examiné le bras de Greta avec la même concentration clinique qu'il avait eue pour moi. Il a palpé doucement les contours de la plaie, son visage ne trahissant aucune émotion. Greta tremblait de tous ses membres, les yeux fermés, s'attendant à une douleur fulgurante. Le silence dans la tente était total. Nous retenions tout notre souffle. Puis, le major a relevé la tête et a regardé Greta droit, dans les yeux. En allemand, avec son accent rocailleux, il a prononcé des mots qui ont fait voler en éclats le reste de notre monde. « Je suis médecin. Vous êtes ma patiente. Je vais sauver votre bras. » Ce n'était pas une promesse. C'était une déclaration de principe, une affirmation d'une loi supérieure à celle de la guerre. Il ne voyait pas une ennemie, il voyait une infection à combattre. Le moment qui a suivi a scellé la rupture définitive avec mon ancienne réalité. Le major Dubois a demandé à une infirmière française une petite fiole en verre contenant une poudre jaunâtre. De la pénicilline. Je n'en avais vu que dans les manuels médicaux. C'était le remède miracle des Alliés, une ressource plus précieuse que l'or, réservée à leurs troupes les plus importantes. Voir cette fiole dans cette tente boueuse était déjà un choc. Mais le voir la préparer pour l'injecter à Greta, une prisonnière anonyme et sans valeur, était tout simplement inconcevable. C'était un acte d'une générosité si absurde, si contraire à toute logique militaire, que mon cerveau a refusé de le traiter. Pourquoi? Pourquoi gaspiller un tel trésor pour une ennemie? C'était comme donner son dernier verre d'eau à l'homme qui venait d'essayer de vous tuer. L'aiguille a pénétré la peau de Greta, qui a à peine grimacé, déjà à moitié inconsciente. On lui a également administré de la morphine pour la douleur. Nous, les autres infirmières allemandes, regardions la scène, pétrifiés. Le mur de haine et de peur que nous avions mis des années à construire s'effondrait comme un château de cartes. La propagande nous avait menti. Elle ne nous avait pas seulement menti sur la nature de l'ennemi, elle nous avait menti sur la nature même de l'humanité. Un monstre torture, il ne soigne pas. Un monstre ampute pour le plaisir, il n'utilise pas ses médicaments les plus précieux pour sauver le membre d'une inconnue. Dans ce simple geste médical, il y avait plus de puissance que dans tous les discours de notre Führer. C'était la preuve silencieuse et irréfutable que nous nous étions trompés. Surtout, cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. L'image de la seringue de pénicilline tournait en boucle dans mon esprit. Je repensais à nos propres officiers, ceux de la SS qui passaient en revue les hôpitaux de campagne et décidaient froidement quels blessés étaient dignes d'être soignés et lesquels devaient être laissés à leur sort pour ne pas gaspiller les ressources. Leur cruauté était logique, idéologique. La bonté de cet homme, elle, était illogique. Elle était humaine. Et pour la première fois, j'ai eu honte. Honte de mon uniforme, honte de ma haine, honte de ma foi aveugle. Ce camp de prisonniers, avec ses barbelés et ses gardes armés, me semblait soudain un havre de paix et de décence comparé à la folie meurtrière que je venais de quitter. La pensée était si monstrueuse, si perfide, que j'ai dû étouffer un sanglot dans ma couverture rêche. Le lendemain matin, un soldat français est entré avec nos rations. Il a posé une gamelle devant chacune d'entre nous. À l'intérieur, un ragoût chaud, des biscuits et quelque chose d'inattendu, emballé dans du papier argenté, un petit carré de chocolat. J'ai déballé le mien avec des doigts tremblants. Ça faisait des années que je n'en avais pas vu. Je l'ai mis dans ma bouche et j'ai fermé les yeux. La douceur intense qui a fondu sur ma langue était presque douloureuse. C'était le goût de l'enfance, d'un monde d'avant la guerre, d'avant la haine. Une larme a roulé sur ma joue et s'est mêlée au chocolat. Je ne pleurais pas de tristesse, ni de joie. Je pleurais de confusion. Comment l'ennemi pouvait-il me donner le goût de mon propre passé, un passé que mon propre pays avait détruit? Chaque acte de gentillesse était une nouvelle fissure dans la forteresse de mon esprit. La confusion était devenue une douleur physique, une migraine constante derrière les yeux. Je passais mes journées à observer, à essayer de trouver un sens à tout cela. Les médecins et infirmières français étaient épuisés, souvent irritables, mais ils faisaient leur travail. Ils soignaient tout le monde. Un jour, j'ai vu le major Dubois s'acharner pendant 1 heure pour sauver la jambe d'un jeune soldat allemand, puis se tourner immédiatement pour s'occuper d'un tirailleur sénégalais de l'armée française avec la même détermination.
La souffrance était le seul dénominateur commun, l'unique critère. La nationalité, l'uniforme, l'idéologie, tout cela disparaissait à l'entrée de la tente médicale. C'était une leçon si simple et si profonde qu'elle en devenait vertigineuse. Ici, la seule bataille était contre la mort. Lentement, une transformation s'opérait en nous. La peur paralysante avait laissé place à une sorte d'attente perplexe. Nous ne parlions pas beaucoup entre nous, chacune perdue dans sa propre tourmente intérieure. Que ferait-on de nous? Était-ce une sorte de programme de rééducation avant un procès? Ou était-ce, simplement, de la décence? L'idée était si étrangère, si révolutionnaire, qu'elle semblait la plus improbable de toutes les hypothèses. Nous avions été entraînés à croire que la pitié était une faiblesse, une tare bourgeoise que le nouvel ordre avait éradiquée. Et voilà que cette faiblesse nous sauvait la vie, tandis que la force de notre idéologie nous avait conduites à la ruine, à la faim et à la mort. Je me suis surprise à observer le major Dubois, non plus avec peur, mais avec une curiosité presque scientifique. Il n'était pas un saint. Son visage était dur, marqué par des années de guerre, et il aboyait parfois des ordres à ses subordonnés. Il n'y avait aucune tendresse en lui, seulement un sens du devoir écrasant. Il incarnait une autorité calme, basée non pas sur la terreur, mais sur la compétence. Il suivait les règles, celles de la Convention de Genève, non par bonté d'âme, mais parce que c'étaient les règles d'un monde civilisé qu'il refusait d'abandonner. Et c'est ce qui le rendait si puissant. Il ne combattait pas notre idéologie avec une autre idéologie, mais avec la simple pratique de l'humanité. C'était une arme contre laquelle nous n'avions aucune défense. Les murs de ma prison mentale tombaient, brique par brique, me laissant nue et tremblante face à une vérité que je n'étais pas sûr de pouvoir supporter. Quelques jours plus tard, l'enfer s'est de nouveau déchaîné sur le front. Une contre-offensive, nous a-t-on dit. Le résultat fut un déluge de corps brisés qui submergea l'hôpital de campagne. Français, Allemands, Américains. Ils arrivaient par vagues incessantes, transportés sur des civières dégoulinantes de boue et de sang. Le personnel français était au bord de la rupture. Les infirmières couraient d'un blessé à l'autre, leurs visages blêmes de fatigue, leurs uniformes maculés. Le major Dubois opérait sans relâche, sa blouse blanche virant au rouge sombre. L'air était saturé de l'odeur du sang frais, de la gangrène et de l'antiseptique, un mélange écœurant qui prenait à la gorge. Les gémissements des mourants formaient une litanie funèbre, une bande sonore de la folie humaine. Nous, les prisonnières, observions ce chaos depuis nos brancards, inutile, simple fardeau au milieu de l'urgence. Je voyais une jeune infirmière française, pas plus âgée que moi, essayer de calmer un soldat dont la jambe n'était plus qu'un amas de chair et d'os. Elle tremblait d'épuisement, ses mains peinant à faire un garrot. À côté, autre homme appelait sa mère d'une voix faible. Et en moi, quelque chose s'est brisé. Ce n'était plus une question d'idéologie, de patrie ou de drapeau. C'était un instinct plus profond, plus ancien. L'instinct de soigner. Le serment que j'avais prêté, non pas au Reich, mais à l'humanité. Rester là, à ne rien faire, alors que je pouvais aider, était devenu une torture plus grande que la peur de l'ennemi. Mon corps a commencé à bouger, avant même que mon esprit n'ait pris une décision. C'était une trahison envers mes ordres, mais une fidélité à ma vocation. Je me suis levé, mes jambes flageolantes. Les autres prisonnières m'ont regardé avec des yeux ronds, un mélange de terreur et d'incompréhension. Un garde, posté près de l'entrée, a fait un pas vers moi, le fusil à la main, un froncement de sourcils suspicieux sur son visage. Mais l'infirmière française qui luttait avec le garrot a levé la tête. Nos regards se sont croisés par-dessus le corps du soldat hurlant. Dans ses yeux, je n'ai vu ni haine, ni méfiance. Seulement un désespoir infini. D'un simple hochement de tête, elle m'a fait signe d'approcher. Le garde a hésité, puis a reculé, retournant à son poste. Je me suis agenouillé dans la boue et, sans un mot, j'ai pris le garrot de ses mains tremblantes et je l'ai serré avec la force que des années de pratique m'avaient donnée. Le saignement a ralenti. Ce fut comme la rupture d'un barrage. Voyant que je n'avais pas été abattu, Ilse, puis Anja, se sont levés à leur tour. Bientôt, toutes les prisonnières valides étaient debout. Nous n'avons pas eu besoin de nous concerter. Nous savions quoi faire. Nous avons commencé par les tâches les plus simples. Apporter de l'eau, tenir la main d'un homme en état de choc, plier des bandages propres. Nous étions redevenus des infirmières. Nos uniformes gris souillés se mêlaient aux uniformes bleus des Français, et dans le chaos de la tente, les couleurs n'avaient plus d'importance.
Seule la souffrance comptait. Nous étions des mains, des gestes, des murmures apaisants dans une mer de douleur. Nous ne parlions pas la même langue, mais le langage des soins est universel. L'atmosphère dans la tente s'est transformée. La méfiance avait cédé la place à une sorte de collaboration silencieuse et frénétique. Une infirmière française me tendait une pince, je lui passais une compresse. Un médecin français aboyait un ordre, et je comprenais instinctivement ce qu'il voulait dire par le ton de sa voix et l'urgence de son regard. Nous ne nous sourions pas, nous n'échangions aucune parole superflue. Il n'y avait pas de fraternisation, seulement une trêve tacite, une alliance contre notre ennemi commun, la mort. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais plus comme un animal traqué, mais comme une professionnelle respectée pour ses compétences. C'était une sensation vertigineuse, une bouffée d'oxygène après avoir failli me noyer. Je me souviens d'un moment précis. Un jeune tirailleur sénégalais, le visage ravagé par la douleur, se débattait alors qu'une infirmière tentait de nettoyer une plaie profonde à sa poitrine. Elle était petite, frêle, et n'arrivait pas à le maintenir. Je suis venu à ses côtés, et j'ai posé mes mains sur les épaules du soldat, lui parlant doucement en allemand, même si je savais qu'il ne comprendrait pas les mots, mais peut-être le ton. Il s'est calmé. L'infirmière a pu faire son travail. Quand elle a eu fini, elle a relevé la tête et m'a regardé. Ses yeux étaient cernés par la fatigue, mais pour la première fois, j'y ai vu une lueur de gratitude. Elle a juste murmuré « Merci ». Ce simple mot, prononcé par une ennemie, a eu l'effet d'une déflagration dans mon cœur. Le major Dubois n'avait rien dit. Il avait tout vu. Entre deux opérations, je l'avais surpris à nous observer, son visage impénétrable. Il ne nous a jamais encouragés, mais il ne nous a jamais arrêtés non plus. Il nous a simplement laissé faire, intégrant notre présence silencieuse dans le flux de travail de l'hôpital comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Son acceptation tacite était plus puissante que n'importe quel ordre. Il nous avait jugés non pas sur notre uniforme, mais sur nos actes. En nous permettant de travailler, il nous rendait une part de notre dignité, une part de notre humanité que nous pensions avoir perdue à jamais, le jour de notre capture. La nuit la plus longue est arrivée. Une pluie glaciale battait la toile de la tente, transformant le sol en un cloaque. Les ambulances continuèrent d'arriver, déversant leur cargaison de misère. Tout le monde était à bout. J'aidais le major Dubois à suturer une vilaine blessure à l'abdomen d'un jeune soldat français qui avait à peine 20 ans. La lumière de la lampe à pétrole vacillait, projetant des ombres dansantes sur nos visages concentrés. Nous travaillions en silence, dans une synchronisation parfaite née de l'urgence. Il tenait les écarteurs, je coupais le fil. Nos mains, couvertes du même sang, se frôlaient parfois. Dans ce petit cercle de lumière, nous n'étions plus un vainqueur et une vaincue. Nous étions un chirurgien et son assistante. Quand il a posé le dernier point de suture et que la tension est retombée d'un cran, le silence s'est fait plus lourd. Le jeune soldat était hors de danger, pour l'instant. L'épuisement m'a submergé. Une vague immense et douloureuse. Et avec lui, toutes les questions qui me rongeaient depuis des jours sont remontées à la surface, brûlantes. Je ne pouvais plus les retenir. J'ai relevé la tête, mes yeux cherchant les siens dans la pénombre. Ma voix était à peine un murmure, rauque de fatigue et d'émotion. Pourquoi ? Ai-je demandé en allemand. Il n'a pas réagi. Alors j'ai rassemblé le peu de français que je connaissais. Pourquoi ? Après tout ce que notre pays a fait au vôtre, pourquoi nous aidez-vous ? Le major Dubois n'a pas levé les yeux de sa tâche. Il a fini de nettoyer la plaie avec une compresse, son geste toujours aussi précis, presque mécanique. Le silence s'est étiré, seulement brisé par les gémissements lointains et le bruit de la pluie. J'ai cru qu'il allait m'ignorer. Puis, sans une once de haine, sans aucune trace de pathos, avec seulement une immense lassitude dans la voix, il a répondu, ces mots tombant comme des pierres dans le puits de mon ignorance. Parce que la souffrance n'a pas de nationalité. Il a fait une pause, coupant un dernier fil. Ici, il n'y a pas d'Allemand ou de Français. Il n'y a que des gens qui ont mal. Et notre travail, c'est d'arrêter la douleur, pas de la juger. Ces mots. Ces simples mots ont fait exploser la dernière digue. Ce n'était pas un discours politique, pas une leçon de morale. C'était le credo d'un médecin, une vérité si fondamentale qu'elle rendait toute la guerre absurde, grotesque. La propagande, la haine, les drapeaux, les hymnes, tout cela s'est évaporé dans le silence qui a suivi sa réponse. J'ai senti des larmes chaudes couler sur mes joues, sales, mais je ne les ai pas essuyées.
Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de libération. La prison dans laquelle j'avais vécu pendant des années, une prison faite de mensonges et de peurs, venait de s'effondrer. Ce soir-là, dans une tente médicale boueuse au cœur des Vosges, ma guerre personnelle a pris fin. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. J'ai simplement hoché la tête et nous avons continué à travailler. Mais tout avait changé. Le monde avait changé. Je voyais les hommes sur les brancards différemment. Je ne voyais plus des uniformes, mais des corps meurtris qui avaient besoin d'aide. Je voyais les infirmières françaises non plus comme des geôlières, mais comme des collègues luttant dans la même bataille que moi. La haine que l'on m'avait si soigneusement inculquée avait disparu, remplacée par quelque chose de plus fragile et de bien plus puissant. Une compassion dépouillée de tout artifice. J'avais été capturé par l'armée française, mais j'avais été libéré par un médecin français. Dans les jours qui ont suivi, une nouvelle routine s'est installée. Nous, les prisonnières, faisions partie intégrante de l'équipe. On nous donnait les mêmes rations que le personnel français, on nous faisait confiance pour les tâches médicales. La barrière physique du camp de prisonniers était toujours là. Les barbelés brillaient sous le soleil d'automne. Mais la barrière mentale avait disparu. J'ai appris à dire quelques mots de français. Compresse. Oh. Courage. Les infirmières françaises ont appris quelques mots d'allemand. Nous étions devenus une petite communauté improbable, unie par le sang et le travail. Un soir, alors que je partageais un gobelet de café chaud avec l'infirmière dont j'avais croisé le regard, celle qui m'avait dit « Merci », elle a sorti de sa poche un portefeuille usé. Elle m'a montré une photo cornée, un homme souriant et 2 jeunes enfants. « Mon mari, mes fils », a-t-elle dit simplement. J'ai sorti la seule photo que j'avais réussi à sauver, celle de ma mère et de ma petite sœur devant notre maison à Dresde. Je la lui ai tendue. Elle l'a regardée longuement, puis ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a posé sa main sur la mienne. À ce moment-là, nous n'étions plus une Française et une Allemande. Nous étions 2 femmes, 2 filles, 2 sœurs, terrifiées à l'idée de ne jamais revoir ceux qu'elles aimaient. La douleur, vraiment, n'avait pas de nationalité. Et l'amour, non. Plus. Cette trêve fragile, cette paix impensable née au milieu du carnage, a duré quelques semaines. C'était un automne étrangement doux. Le travail à l'hôpital était devenu une routine, un refuge contre la pensée. Je ne me posais plus de questions. Je soignais, je mangeais, je dormais. Pour la première fois depuis des années, mon esprit était silencieux, libéré du vacarme de la propagande et de la peur de la mort imminente. Je me sentais utile, presque en paix. Mais la guerre, même lorsqu'on lui tourne le dos, finit toujours par vous rattraper. Elle est arrivée sous la forme d'un convoi de camions boueux, transportant une nouvelle vague de prisonniers allemands capturés lors de la chute d'une ville voisine. Contrairement à nous, ils n'étaient pas des rescapés d'une unité anéantie. Ils étaient frais, arrogants, et leur foi en la victoire finale était encore intacte. Leur arrivée a brisé l'équilibre précaire que nous avions trouvé. Quand ils nous ont vus, nous, les infirmières, allemandes, travaillant aux côtés des Français, mangeant à notre faim, nos uniformes rapiécés mais propres, leurs regards se sont remplis d'un mépris glacial. Pour eux, nous n'étions pas des survivantes, mais des traîtresses. Une femme en particulier, une Oberschwester, infirmière-chef nommée Clara, devint le catalyseur de notre honte. C'était une femme dure, aux cheveux blonds tirés en un chignon si serré qu'il semblait lui faire mal, le visage anguleux et les yeux d'un bleu fanatique. Elle incarnait tout ce que j'avais fui, la discipline aveugle, la haine rigide, la certitude d'avoir raison face à l'évidence. Elle ne voyait pas des femmes épuisées qui avaient trouvé un moyen de survivre. Elle voyait une souillure à l'honneur du Reich. Un soir, alors que je revenais de l'infirmerie, Clara m'a acculé près de la clôture de barbelés. Sa voix était basse, sifflante, plus menaçante qu'un cri. « Vous me dégoûtez », a-t-elle murmuré. « Vous vous vautrez dans le confort offert par l'ennemi pendant que nos frères meurent au front. Vous avez oublié votre serment au Führer ? Vous avez oublié ce que ces monstres ont fait à notre patrie ? Chaque bouchée de leur pain est une trahison. Chaque bandage que vous leur donnez est une balle tirée dans le dos de nos soldats. » Ces mots étaient des lames de rasoir, rouvrant des plaies que je croyais cicatrisées. La voix de la propagande, que j'avais réussi à étouffer, revenait en force, mais cette fois, elle avait le visage de Clara. La signe, honte, que j'avais tenue à distance, m'a submergé comme une marée noire. Le coup de grâce est arrivé une semaine plus tard, avec la Croix-Rouge. Ils apportaient du courrier, le premier que nous recevions depuis notre capture. L'attente fut une torture.
Tenir cette fine enveloppe dans mes mains, reconnaître l'écriture de ma mère, c'était comme tenir un fantôme. Mon cœur battait à tout rompre, un mélange d'espoir fou et de terreur absolue. Était-elle en vie? Ma sœur? Étaient-elles en sécurité? J'ai attendu d'être seul pour l'ouvrir, mes doigts tremblant si fort que j'ai failli déchirer la lettre. L'odeur du papier, une vague odeur de renfermé et de fumée, m'a transporté instantanément à des milliers de kilomètres de là, dans notre appartement de Dresde. La réalité qu'elle décrivait était un cauchemar qui rendait ma propre situation indécente. Ma mère ne parlait pas de ses sentiments. Elle décrivait les faits, avec cette retenue stoïque des gens qui ont trop souffert. Les bombardements étaient incessants. Les sirènes, une musique de fond constante. La nourriture était rare. Elle parlait de semaines entières à ne manger que des soupes de rutabaga et du pain noir, si dur qu'il fallait le tremper dans l'eau pour le mâcher. Elle écrivait « Nous prions pour toi, ma chérie. Nous espérons que tu es traitée avec la dignité que tu mérites, même si nous savons que tu es entre les mains de barbares. Reste forte. Pense à l'Allemagne. » Chaque mot était une accusation. Involontaire, elle m'imaginait affamée et torturée, alors que je venais de finir un ragoût de bœuf chaud et que je dormais sous une couverture de laine épaisse. La culpabilité m'a frappé avec la force d'une explosion. Le goût de la nourriture est devenu celui de la cendre. Chaque gorgée de café chaud me brûlait la gorge de honte. Je voyais le visage émacié de ma mère, les yeux cernés de ma petite sœur, et je me voyais, moi, bien nourri, en sécurité. Clara avait raison. J'étais une traîtresse. Pas seulement au Reich, mais à ma propre famille. Leur souffrance était le prix de ma survie, et c'était un prix insupportable. J'ai commencé à cacher une partie de mes rations, dans l'idée absurde de les envoyer chez moi. Un geste aussi fou que désespéré. Je travaillais jusqu'à l'épuisement, cherchant dans la fatigue physique un moyen d'expier ma faute. Le sommeil était peuplé de cauchemars où je mangeais un festin devant ma famille affamée. Mon changement de comportement n'a pas échappé au Major Dubois. Un jour, alors que je chancelais de fatigue, il m'a intercepté dans l'allée entre deux tentes. Il ne m'a pas questionné sur mes lettres ou mes états d'âme. Son approche était, comme toujours, clinique et directe. Il m'a simplement tendu une tasse en fer blanc. « Buvez ça, c'est du café avec du sucre et du lait condensé. » J'ai secoué la tête, incapable de parler. Il a insisté, son regard fatigué mais ferme. « Infirmière », a-t-il dit, utilisant mon titre et non mon nom. Une infirmière épuisée et sous-alimentée est un danger pour ses patients. Vos sentiments sont votre affaire. Votre santé est la mienne. Buvez. Son ton n'admettait aucune réplique. J'ai obéi, et le liquide chaud et sucré était à la fois un réconfort et une nouvelle source de torture. Cet acte de sollicitude pragmatique a paradoxalement renforcé ma détermination. Je ne pouvais pas me dérober. Ma culpabilité était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Clara et ses disciples, elles, avaient choisi une autre voie. Elles avaient entamé une grève de la faim passive, refusant tout ce qui n'était pas strictement nécessaire à la survie. Et elles refusaient de travailler, se drapant dans une dignité martyre. Un jour, Clara a tenté de m'empêcher d'aller à l'infirmerie. « Tu dois choisir ton camp », m'a-t-elle dit, son visage pâle de faim et de fureur. Eux ou nous. C'était le moment de vérité. La voix de ma mère, la voix de la propagande, la voix de Clara, toutes hurlaient en moi. Mais une autre voix, plus calme, celle du major Dubois, a finalement percé le tumulte. Je l'ai regardé droit dans les yeux, la fatigue me donnant un courage que je ne me connaissais pas. Mon camp, c'est celui des gens qui souffrent, Clara, peu importe leur uniforme. J'ai repris, presque mot pour mot, la phrase qui avait changé ma vie. La souffrance n'a pas de nationalité. Elle m'a regardé avec un mélange de pitié et de dégoût, comme si j'étais atteinte d'une maladie incurable. « Tu as été contaminé par leur faiblesse », a-t-elle craché avant de me tourner le dos. Ce jour-là, j'ai compris que j'avais franchi un point de non-retour. J'avais choisi mon camp, et ce n'était ni celui de l'Allemagne, ni celui de la France. C'était celui de ma conscience. La nouvelle du front nous parvenait par bribes, à travers les conversations des soldats français ou les blessés qui arrivaient, de plus en plus jeunes. Les Alliés avançaient partout. Le front se rapprochait, puis s'éloignait, nous laissant dans une bulle de temps suspendue. L'hiver s'installait, apportant avec lui un froid mordant et une nouvelle incertitude. La fin de la guerre, qui avait semblé être une délivrance lointaine, devenait une perspective terrifiante. Que se passerait-il une fois les armes tues? Serions-nous jugés, renvoyés chez nous? Et que signifierait chez nous? Un pays en ruine? Un peuple qui nous verrait comme des traîtresses?
La sécurité relative de ce camp était devenue une prison dorée, et l'idée de la quitter était aussi effrayante que l'idée d'y rester. Je me sentais prise au piège entre deux mondes. D'un côté, la gratitude immense que je ressentais pour le major Dubois et son équipe, une gratitude qui me faisait honte. De l'autre, une loyauté douloureuse envers mon pays en ruine, envers ma famille qui souffrait. J'étais une infirmière allemande qui soignait des soldats français, nourris par l'ennemi pendant que les siens mouraient de faim. J'étais une énigme pour moi-même, un paradoxe vivant de la guerre. Il n'y avait pas de bonne réponse, pas de chemin facile. Chaque jour était un exercice d'équilibriste sur un fil tendu, au-dessus d'un abîme de culpabilité et de confusion. Parfois, la nuit, je regardais les étoiles à travers une fente de la tente. Elles étaient les mêmes étoiles qui brillaient au-dessus de Dresde. Je me demandais si ma mère les regardait aussi, et si elle pensait à moi. Je lui parlais en silence, essayant de lui expliquer l'inexplicable. Comment un ennemi m'avait appris ce que signifiait être humain. Comment le fait d'être bien nourri était devenu un fardeau. Comment j'avais trouvé une forme de salut dans le déshonneur. Je savais qu'elle ne comprendrait jamais. Peut-être que je ne comprendrais jamais moi-même. Les rumeurs sur la bataille des Ardennes ont commencé à circuler, apportant un regain de tension. Les visages des gardes français se sont durcis. L'atmosphère de collaboration tacite s'est refroidie. Nous étions redevenus les Boches. Clara et son groupe semblaient revigorés par cette nouvelle, y voyant le signe que la roue tournait enfin. Pour moi, ce n'était qu'une preuve de plus de la folie du monde. Une victoire allemande ne signifierait pas ma libération, mais mon retour dans une prison idéologique bien plus étouffante que ces barbelés. La perspective d'une victoire alliée était tout aussi angoissante, pleine d'inconnus sur notre sort. J'ai continué mon travail, la tête baissée, me concentrant sur la tâche à accomplir. Nettoyer une plaie, changer un pansement, tenir une main. C'était la seule chose qui avait encore un sens. C'était ma seule encre dans une mer déchaînée. J'étais tiraillé entre la loyauté envers un pays qui m'avait menti et la gratitude envers un ennemi qui m'avait dit la vérité. La guerre approchait de sa fin, mais la mienne ne faisait que commencer. Je devais maintenant apprendre à vivre avec la personne que j'étais devenue, une étrangère pour mon propre peuple, une anomalie pour mes geôliers, seul avec une vérité que personne ne voudrait entendre. Le matin du 8 mai 1945 était étrangement silencieux. Le ciel était d'un gris laiteux, et l'air froid semblait retenir son souffle. Puis, un officier français, que nous ne voyions jamais, est entré dans l'enceinte du camp, accompagné du major Dubois. Il tenait une feuille de papier. Tous les prisonniers, y compris le groupe fanatique de Clara, ont été rassemblés. Le silence était si total que le bruit du papier froissé par l'officier a résonné comme un coup de feu. D'une voix neutre, presque administrative, il a lu la déclaration. Le haut commandement allemand avait signé la capitulation sans condition de toutes les forces armées du Reich. La guerre en Europe était terminée. L'Allemagne avait perdu. L'annonce est tombée dans le silence comme une pierre dans un lac gelé. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. C'était une information trop vaste, trop monstrueuse pour être comprise immédiatement. La fin du monde, que nous connaissions, annoncée en quelques phrases protocolaires. Puis, le son a commencé. Un gémissement bas qui s'est transformé en un sanglot, puis en une vague de pleurs déchirants. Des femmes se sont effondrées sur le sol boueux, leur corps secoué de spasmes. D'autres regardaient droit devant elles, les yeux vides, comme si leur âme avait quitté leur corps. Ce n'était pas le chagrin de la défaite, c'était le bruit d'un univers qui s'effondre, le fracas de 1000 certitudes se brisant en même temps. Seule Clara est restée droite. Son visage était livide. Ses yeux lançaient des éclairs de pure haine. « C'est un mensonge !» a-t-elle hurlé, sa voix stridente déchirant l'air. « C'est leur dernière ruse pour nous briser. Le Führer ne se rendrait jamais. Nos armées se battent encore. » Elle s'est tournée vers nous, les autres prisonnières, son regard balayant nos visages dévastés. « Ne les écoutez pas, ce sont des lâches qui essaient de nous empoisonner l'esprit. Restez fidèles à votre serment. » Mais ces mots sonnaient creux. La certitude fanatique qui l'habitait s'était muée en une panique désespérée. Elle ne s'adressait plus à nous, mais à elle-même, essayant de maintenir debout les murs de sa prison mentale qui s'écroulaient. Puis son discours a pris une tournure encore plus sombre. Elle a attrapé le bras d'une jeune auxiliaire en larmes. « Il n'y a pas de vie dans le déshonneur !» a-t-elle crié, ses doigts s'enfonçant dans la chair de la jeune fille. « Notre patrie est morte. Nous devons mourir avec elle. C'est notre dernier devoir. Un soldat allemand ne se rend pas,
Il choisit sa fin. C'était l'ordre final de notre idéologie. Si le mensonge ne peut plus être maintenu, alors la mort est la seule issue. Elle nous exhortait au suicide collectif. Ultime acte de foi dans un Dieu qui venait de mourir. Je regardais la scène, horrifié, voyant la folie pure dans ses yeux. La doctrine de la mort, poussée jusqu'à sa conclusion logique et absurde. Ce qui m'a le plus frappé, cependant, ce fut la réaction des Français. Il n'y a eu aucune acclamation, aucun cri de victoire. Les gardes, qui avaient entouré le rassemblement, n'ont pas souri. J'ai vu l'un d'eux, un homme âgé au visage ridé, sortir un paquet de cigarettes, en allumer une d'une main tremblante et expirer une longue bouffée de fumée, les yeux perdus dans le vague. Sur leur visage, il n'y avait pas de triomphe, seulement un soulagement infini et une lassitude si profonde qu'elle semblait vieille de plusieurs siècles. Leur guerre était finie, et c'était tout ce qui comptait. Cette absence de haine, cette simple humanité fatiguée, était la négation la plus puissante de tout ce que Clara venait de hurler. Alors que Clara devenait de plus en plus hystérique, essayant d'entraîner d'autres femmes dans sa spirale mortifère, le major Dubois s'est avancé. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas sorti d'armes. Il s'est simplement approché d'elle, avec le calme d'un médecin face à un patient en crise. Son autorité n'était pas militaire, elle était morale. Il s'est arrêté devant elle, son regard ne contenant ni pitié ni mépris, seulement une constatation clinique. « La guerre est finie, madame », a-t-il dit d'une voix basse mais ferme, en allemand. Il n'y a plus de patrie à servir dans la mort. Il n'y a que des vies à reconstruire. Il a tendu la main, non pas pour la frapper, mais pour prendre doucement le bras de la jeune auxiliaire qu'elle tenait en otage. Clara l'a lâché, comme si le contact de cet homme l'avait brûlé. Puis, il a ajouté des mots qui ont scellé la fin de mon ancienne vie. L'honneur que vous cherchez n'était qu'une excuse pour envoyer des millions d'hommes et de femmes à la mort. Le véritable honneur, maintenant, c'est de vivre, de rentrer chez vous et de réparer ce qui a été brisé. Il s'est détourné d'elle, la laissant seule avec ses démons, et a fait un signe aux gardes. Clara est restée là, tremblante, avant de s'effondrer en un tas de sanglots silencieux. Le symbole de notre force s'était dissous en une simple femme, brisée et perdue. Et c'est à ce moment précis que la vérité m'a submergé. Pas comme une vague, mais comme un éclair aveuglant qui a tout illuminé d'une clarté dévastatrice. Ils nous avaient menti. Nos chefs, nos officiers, nos journaux, notre fureur. Ils nous avaient menti sur tout, sur notre supériorité, sur nos victoires, sur nos armes secrètes. Et surtout, ils nous avaient menti sur l'ennemi. Ils nous avaient peint des monstres pour que nous nous battions jusqu'au dernier souffle, pour que nous acceptions de mourir pour leurs mensonges. Mais les monstres n'étaient pas de l'autre côté des barbelés. Les monstres étaient à Berlin, dans leur bunker, sacrifiant un peuple entier pour leur orgueil dément. Je me suis souvenu de tout. L'abondance de ce camp, la pénicilline gaspillée pour une ennemie, les rations de chocolat, les couvertures chaudes. La guerre était perdue depuis bien longtemps. Ils le savaient. Ils le savaient. Et ils ont continué à envoyer des enfants de 16 ans sur le front. Ils le savaient. Et ils ont laissé ma famille mourir de faim à Dresde pendant qu'ils se gavaient dans leurs quartiers généraux. La colère qui m'a envahi était pure, froide, et dirigée non pas contre les hommes en uniforme bleu, mais contre ceux qui portaient le même uniforme que moi. J'avais été trahi, non par l'ennemi, mais par ma propre patrie. Mon choix, celui que Clara avait qualifié de trahison, de contamination, m'est apparu soudain comme le seul acte de résistance possible. En aidant à soigner ces hommes, français ou allemands, j'avais refusé de participer à leur folie meurtrière. J'avais choisi le camp de l'humanité contre celui de l'idéologie. La phrase du major Dubois a résonné en moi, non plus comme une simple parole, mais comme une loi fondamentale de l'univers. La souffrance n'a pas de nationalité. C'était la seule vérité qui avait survécu à ce champ de ruines. Ce Ligesau n'était pas une faiblesse, c'était la seule force véritable. Plus tard dans la journée, alors que le camp s'organisait dans une sorte de chaos calme, le major Dubois est passé près de notre groupe. Il ne nous a pas fait de discours. Il a simplement posé une caisse en bois sur le sol. À l'intérieur, il y avait des pains, des boîtes de conserve et plusieurs tablettes de chocolat. « Pour la route », a-t-il dit simplement. « Vous en aurez besoin. » Il s'est tourné vers moi et m'a tendu une lettre, un sauf-conduit officiel attestant que j'avais servi comme infirmière volontaire dans son hôpital. « Cela pourrait vous aider », a-t-il ajouté, avant de s'éloigner.
déjà absorbé par sa prochaine tâche. Je tenais cette lettre et un morceau de pain dans mes mains. Le papier était fin, le pain était lourd. L'un était une protection, l'autre une subsistance. Les deux m'étaient donnés par l'homme que j'avais été programmé pour haïr. Et j'ai compris que j'avais survécu, non pas malgré lui, mais grâce à lui. Ma capture n'avait pas été la fin de ma vie, mais le début de ma libération. Une libération de la peur, de la haine, et surtout, des mensonges qui m'avaient tenu en cage pendant des années. La gratitude que j'ai ressentie à ce moment-là était si puissante qu'elle m'a fait plier les genoux. C'était une émotion physique, douloureuse et purificatrice. J'ai regardé autour de moi. Je n'étais plus une prisonnière de guerre. J'étais une témoin de la vérité. J'avais vu la haine se dissoudre face à la simple décence. J'avais vu une idéologie de mort s'effondrer devant un simple acte de soin. Je n'étais pas une vaincue, humiliée par l'ennemi. J'étais une survivante, sauvée par un être humain. La guerre était finie, mais une nouvelle bataille commençait pour moi. Celle de vivre avec cette vérité, de la protéger, et peut-être, un jour, d'avoir le courage de la raconter. Dans le silence de cette journée historique, au milieu des ruines de mon ancien monde, je me sentais étrangement en paix. La honte et la culpabilité avaient disparu, remplacées par une certitude calme et profonde. J'avais été du mauvais côté de la guerre, mais j'avais fini par trouver le bon côté de l'humanité. Et cette découverte, je le savais, valait plus que n'importe quelle victoire militaire. C'était ma propre capitulation, non pas face à la France, mais face à la vérité. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais libre. Le voyage de retour fut un long cauchemar à rebours. Le train, bondé et puant, nous a ramenés vers l'Est, traversant une France meurtrie mais intacte, où les champs verdoyaient encore, et les villages semblaient endormis. Puis nous avons passé la frontière. Le paysage s'est métamorphosé en un squelette. Des villes entières n'étaient plus que des dents noires et cassées pointant vers un ciel vide. À chaque arrêt, le silence des ruines était plus assourdissant que le fracas des bombes. Quand le train est finalement entré dans ce qui fut autrefois la gare de Dresde, mon cœur a cessé de battre. Ce n'était pas ma ville. C'était un désert de gravats, une plaine de poussière et de fantômes. L'odeur âcre de la suie froide et de la décomposition flottait dans l'air, un parfum de fin du monde. Le contraste avec l'ordre boueux mais fonctionnel du camp français était si violent que j'ai eu le vertige. Là-bas, il y avait de la discipline, des rations, un but. Ici, il n'y avait que le chaos et le vide. J'étais passé d'une prison ordonnée à une liberté apocalyptique. J'ai retrouvé ma mère et ma sœur dans la cave d'un immeuble éventré. Elles étaient vivantes, mais c'était tout. Des ombres au visage gris, vêtues de haillons, les yeux cernés par des mois de faim et de terreur. Elles m'ont regardé comme si j'étais une apparition. Je portais encore mon uniforme rapiécé mais propre, et mes joues n'étaient pas aussi creuses que les leurs. La première chose que ma mère m'a dite, après m'avoir serré dans ses bras avec la force fragile d'un oiseau, fut une phrase murmurée qui m'a transpercé comme un poignard de glace. « Tu as l'air en bonne santé, pour une prisonnière. » Il n'y avait pas de reproche dans sa voix, seulement une constatation factuelle. Mais ces mots ont creusé un fossé instantané entre nous. Mon expérience, ma survie, ma vérité, étaient devenues une source de honte. Elles avaient survécu à un enfer de feu, et moi, à un enfer de bonté. Comment aurais-je pu leur expliquer que j'avais été mieux nourri par l'ennemi que par ma propre patrie? J'ai ouvert mon petit sac, le trésor que j'avais gardé précieusement durant tout le trajet. J'en ai sorti la boîte de conserve de bœuf, la tablette de chocolat et le pain que le major Dubois nous avait donné. Et surtout, le petit morceau de savon. Ma petite sœur a regardé le savon comme si c'était un bijou d'une valeur inestimable. Mais dans les yeux de ma mère, j'ai vu la méfiance. « Où as-tu eu tout ça ?» a-t-elle demandé, sa voix à peine audible. Un voisin, qui partageait notre cave, a ricané dans l'ombre. Les Français sont généreux avec les femmes qui coopèrent. La nausée m'est montée à la gorge. J'ai voulu crier, leur raconter l'histoire de la pénicilline, de la compassion dans les yeux du médecin, de la vérité que j'avais découverte. Mais à quoi bon? Leurs esprits étaient aussi dévastés que la ville qui les entourait. J'ai simplement répondu d'une voix neutre. Le commandant de l'hôpital était un homme juste. Il respectait la Convention de Genève. C'était une défense silencieuse, une loyauté nouvelle et étrange envers l'homme qui m'avait capturé. Dans les semaines qui ont suivi, les rôles se sont inversés. Dans le camp, j'étais la victime, la dépendante.
Ici, dans les ruines de ma propre vie, j'étais devenue la pourvoyeuse. La discipline et les réflexes que j'avais conservés de l'hôpital de campagne m'ont permis de m'organiser. Avec le sauf-conduit du major, j'ai pu obtenir un travail dans un dispensaire de fortune de la Croix-Rouge. Ma connaissance des soins, même avec des ressources quasi inexistantes, était précieuse. Je lavais ma sœur avec des bribes du savon français, lui apprenant l'importance de l'hygiène pour éviter les maladies, une leçon apprise dans la boue des Vosges. Je voyais la haine et le désir de vengeance encore brûler dans les yeux de beaucoup de mes compatriotes, qui parlèrent des alliés comme de démons. Mais moi, je ne pouvais plus les voir ainsi. Je voyais juste des hommes, comme le major Dubois, fatigués de la guerre et désireux de reconstruire, tout comme nous. Un soir, alors que ma sœur s'endormait, je l'ai vu serrer contre sa joue le dernier éclat du savon français, respirant son parfum comme un trésor. C'est à ce moment que j'ai compris la nature de ma nouvelle mission. Reconstruire l'Allemagne ne serait pas seulement une question de briques et de mortiers. Ce serait de réapprendre à notre peuple la valeur de ces petites choses. Un morceau de savon, un mot gentil, une main tendue à un étranger. L'idéologie nous avait promis la grandeur et nous avait laissés dans les décombres. La simple décence, elle, m'avait sauvé la vie et m'avait donné une raison de vivre. J'ai sorti de ma poche le petit morceau de gaz stérile que j'avais gardé, jauni et froissé. Ce n'était pas un souvenir de guerre, mais un contrat avec moi-même. Un rappel que le véritable ennemi n'est jamais l'homme en face, mais la haine qui nous ronge de l'intérieur. Et que la seule victoire qui compte est celle que l'on remporte sur elle. Des années ont passé. Des décennies. J'ai vu ma ville renaître de ses cendres. J'ai vu mes enfants et mes petits-enfants grandir dans une Europe en paix. Et pourtant, mon souvenir le plus vivace de cette époque n'est pas le bruit des bombes, mais le silence d'une tente médicale et l'odeur du savon antiseptique. J'ai gardé ce petit morceau de gaz stérile, celui que j'avais pris ce jour-là. Il est jauni, fragile, presque transparent. Il est dans une petite boîte en bois, sur ma commode. Parfois je l'ouvre. Il ne sent plus rien. Mais pour moi, il porte encore le parfum de cette vérité impossible. La dignité que l'on m'a rendue au moment où je m'attendais au pire déshonneur. Ce petit bout de tissu est plus solide que tous les monuments aux morts, car il ne commémore pas la guerre, mais l'humanité qui y a survécu, fragile et têtue, au milieu du carnage. C'est la preuve que ma libération a commencé le jour de ma capture. Le major Dubois m'a appris, sans jamais chercher à m'enseigner quoi que ce soit, que la miséricorde est une force, pas une faiblesse. La propagande nous avait armés de haine, une armure lourde et fragile qui s'est brisée au premier contact avec une simple décence. Ils ont gagné la guerre avec des chars et des avions, c'est ce que disent les livres. Mais pour moi, dans mon cœur, ils l'ont gagnée avec une dose de pénicilline, un bol de soupe chaude et une phrase « La souffrance n'a pas de nationalité ». Cette phrase a désarmé mon âme, bien plus efficacement que n'importe quelle balle. Elle a prouvé que la cruauté, aussi organisée et puissante soit-elle, finit toujours par se consumer elle-même, tandis qu'un seul acte de compassion peut planter une graine qui fleurira pendant des générations, comme celle qui a poussé dans le cœur de ma petite fille, devenue médecin à son tour. Aujourd'hui, en partageant cette histoire avec vous, notre histoire, je me demande ce qu'elle laisse derrière elle. Sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous l'impact de ce souvenir? Cela nous pousse à nous interroger, n'est-ce pas? Qui est vraiment notre ennemi? L'homme dont on nous a appris à avoir peur, ou les mensonges qui nous empoisonnent l'esprit? Si ces histoires, ces vérités humaines arrachées à l'oubli, ont de la valeur pour vous, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Il y a tant de voix qui méritent encore d'être entendues. Merci de m'avoir accordé votre temps et votre écoute.